Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 juin 2022. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. Au présent de tous les temps, correspondance au pluriel entre Jean-Louis Giovannoni et Bernard Noël. Correspondance qui s'échelonne sur une trentaine d'années jusqu'au décès de Bernard Noël, mais qui a été interrompue pendant 22 ans, si je ne me trompe pas. Alors ils échangent tous les deux sur l'écriture, sur leur pratique de poète, et c'est extrêmement fascinant parce que les sujets qui sont évoqués ne sont pas anecdotiques. Il est question de la présence, la différence entre le présent et la présence. Je vais vous lire une lettre, celle de Jean-Louis Giovannoni. Alors, Jean-Louis Giovannoni est né à Paris en 1950. Il a publié plus de 80 titres, dont une bonne moitié sont des ouvrages de bibliophilie, ainsi qu'il est d'usage lorsqu'il est question de poésie. Des petits tirages confidentiels, souvent réalisés conjointement avec des plasticiens, des artistes peintres, sérigraphes ou autres. Et ce qui est fascinant dans ce type de correspondance, c'est qu'évidemment, les deux hommes, qui sont des auteurs de pointe, savaient que cette correspondance serait publiée. Alors le tiers, l'éventuel lecteur, en fait, on pourra penser que tous les écrivains qui s'écrivent entre eux, forcément, ont toujours comme arrière-pensée la possibilité qu'un jour, cette correspondance soit publiée. Mais ici, c'est clair. Donc, le tiers, c'est-à-dire vous, moi, le lecteur invisible, le lecteur virtuel, celui à venir, est toujours convié en ces pages. On a peu d'indications sur leur vie privée, en fait, pratiquement pas. Et ce qui est généralement le cas de correspondance entre gens qui savent qu'ils ne sont pas des écrivains et qu'ils échangent des informations factuelles, parfois très ténues sur leur quotidien, leur existence, des nouvelles de leurs proches, parents, famille, la météo, la politique parfois, quand ils ont un souci d'offrir un peu plus de contenu. Mais ici, c'est clair que les sujets abordés font avancer le travail de l'un et de l'autre. Et les préoccupations, les motivations, ce qui est le cœur de leur travail. Et dans les deux cas, là où ils se rejoignent parfaitement, c'est dans la question du corps et la question du langage. Alors aujourd'hui, ce soir, simplement, je vais vous lire une courte lettre de Giovannoni. Je vais vous lire une courte lettre et un mot sur lui avant de commencer. Il a été assistant social, qu'on appelle au Québec TS, travailleur social. Et c'est fascinant, il a été travailleur social pendant 35 ans dans le milieu médical, le milieu psychiatrique pour adultes et les soins psychiatriques pour adultes. Alors donc, c'est un poète de terrain. Alors il a été confronté à une altérité cabossée, des vies brisées, des vies qu'on pourrait juger, qu'on juge assez durement, surtout depuis la pandémie, des vies inutiles, des vies surnuméraires. Et peut-être là où il a été, où il a exercé sa pratique de travailleur social, pouvait-il déjà entrevoir le démantèlement du système de santé français? Système de santé qui est mis à mal par une certaine logique économique. Et dans les dernières pages de la correspondance entre les deux auteurs,
Bernard Noël, lui, qui est né en 1930, donc qui approchait les 90 ans, était fasciné par le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, Bernard Noël a, entre autres, écrit un dictionnaire de la commune, a été, d'une certaine manière, assez proche de certaines conceptions anarchistes. Et ce mouvement social non pyramidal, sans chef, sans direction claire aussi, a-t-on pu lui reprocher, ce mouvement protéiforme, qui prenait ses assises dans la contestation de terrain. Bon, vous vous rappelez, c'est à la suite d'une taxe sur l'essence. Il n'y a pas de taxe sur l'essence, mais on comprend bien, ça va être difficile à la fois de proposer la sobriété afin de sauver la planète et d'offrir des conditions de vie où les gens n'ont pas à se battre comme des fous pour avoir le gîte et le couvert et davantage. Parce que l'être humain, ça ne suffit pas seulement que se loger, se nourrir. Il lui faut autre chose. C'est un être de désir. C'est un être de désir irrépressible. Mais de nourrir le désir de sobriété pourrait être au fond peut-être la tâche des poètes, d'une certaine manière d'envisager la poésie. Nourrir le désir de moins avoir de désir. Alors, et que le désir soit plus vaste au fond, plus chevillé au corps. Et que de nourrir ce désir de sobriété, ça pourrait nécessairement passer non pas par les objets, par le dépouillement des objets, mais par l'amour du langage. On peut tout faire avec le langage, en fait. Et on peut se demander si le langage, lorsqu'il est profondément arrimé au corps, peut permettre au corps d'exulter. Il se pose la question, les deux auteurs, si au fond, nous ne sommes pas arrivés à un monde de virtualité où le mental prend toute la place et où le corps n'est plus sollicité dans sa plénitude d'existence. On peut se la poser parce qu'évidemment, les divers types de travail qu'on nous propose ici et là font que l'écart entre le travail mental, si je peux dire, et le travail du corps est de plus en plus grand. De moins en moins de gens travaillent avec leur corps. Et forcément, l'esprit, en fait le mental, occupe une place prépondérante dans beaucoup de travail qui sont bien rémunérés par ailleurs. Alors oui, il a également, pour revenir à Giovannoni, il a également animé des ateliers de poésie en prison, ce qui est assez fascinant à mon sens, et des ateliers d'écriture dans les écoles. Alors ça aussi, poète impliqué non pas dans le métapolitique, mais sur le terrain. Et ça aussi, je pense que c'est une avenue que devront explorer les poètes d'aujourd'hui, parce que la question de poète de demain m'apparaît, les poètes de demain, vu tout ce qui se passe maintenant, vu tous les problèmes auxquels l'humanité fait face, l'engagement devra être fait au présent. Et les lieux que les poètes peuvent investir, peuvent embarquer, sont innombrables. Il va y avoir des demandes partout. Alors il faut quitter les écrans, oui, au paradoxe. Il faut quitter le virtuel, d'une certaine manière le numérique également, ou enfin tendre à un équilibre où la partie prépondérante, la partie existentielle,
aura la large part dans nos activités intellectuelles, poétiques, voire même spirituelles. Alors, en conclusion, ce soir, courte vidéo, car depuis le décès de ma mère, je manque d'entrain. Et justement, ma mère, j'ai cru comprendre que Giovannoni a peut-être pas connu sa mère, ou encore ou a été peut-être très affecté par le décès précoce de sa mère. Et les morts qui nous sont proches, nos morts qui nous sont révélés, c'est une nouvelle manière de vivre avec eux. Et cet apprentissage de vivre avec l'absence de ma mère, évidemment, je n'en suis qu'à ses balbutiements. Et c'est un apprivoisement qui m'est assez douloureux, je dois vous confier. M'arrive, il y a des moments où j'ai des moments de spleen, des moments d'intense mélancolie. Et c'est une expérience que chacun aura fait, hein, surtout dans mon groupe d'âge, c'est que la mère qui disparaît, elle emporte avec elle l'enfance, notre enfance. Alors, même une fois adulte, on ne cesse pas d'avoir accès à l'information que la mère détient sur l'enfant que nous avons été. Moi, j'ai été un enfant extrêmement sage, par exemple. Bon, pas du tout turbulent, et je me souviens d'avoir vu autour de moi, lorsque j'étais enfant, des enfants qui étaient incapables de ne pas bouger. Et moi, j'étais capable de rester immobile très, très longtemps. Non, j'avais une sorte de fierté à ne pas courir partout, n'est-ce pas? Mais ma mère, elle m'a porté, elle m'a langé, elle m'a nourri, elle m'a beaucoup, beaucoup appris. Alors forcément, ce qu'elle sait de ma propre enfance, eh bien maintenant, je n'y aurai plus recours si ce n'est que par les souvenirs et parce que mon esprit aura retenu sur cette enfance. Et évidemment, elle sera partie également en emportant bon nombre de secrets qui lui sont propres, secrets qui n'appartenaient qu'à elle. Alors une part de son propre mystère, elle sera scellée maintenant. Et ce qui frappe, c'est un des avantages d'avancer dans la vie, en âge du moins, c'est qu'on voit les destins s'accomplir. Mais lorsque les destins se sont accomplis définitivement, comme c'est le cas de ma mère, on ne peut plus ajouter une virgule, on ne peut plus ajouter de point. Tout est complet. L'histoire, elle est complète. Et de ça aussi, je dois apprivoiser cette notion de complétude de l'histoire de ma mère, qui s'inscrit dans la vaste histoire de l'humanité aussi, parce qu'une fois qu'on est entré dans le monde de la mort, on est entré aussi dans le monde de la naissance de l'humanité, qui sont deux phénomènes qui se vivent de manière concomitante. Mourir, c'est entrer dans l'éternité, mais mourir, c'est aussi entrer dans l'aube de l'humanité. Je ressens vivement ces choses-là, qu'il n'y a pas de différence au fond. Elle est maintenant entrée dans le grand livre de l'histoire de l'humanité. Et c'est toujours le début, c'est toujours le commencement. « 29 août 2018. Cher Bernard, à vrai dire, il devient rare de pouvoir échanger, réfléchir à deux, et dans le cas présent, d'écrire comme nous le faisons une sorte d'essai, partagé dont les frontières sont effectivement assez floues, mais qui développe une énergie telle qu'elle nous entraîne dans des espaces qui ne sont pas nôtres
ordinairement. Ce qui s'échange entre nous ne serait jamais apparu pour moi sans ce mouvement qui traverse notre correspondance. D'une certaine façon, ta voix me sort des trajets que j'ai l'habitude d'emprunter dans ma tête ou dans mon écriture. Un écrivain occupe des espaces particuliers de la langue, circonscrits, localisables. Ces territoires où l'on se fraie la plupart du temps nous permettent de nous appuyer et de s'aventurer quelquefois un peu au-delà de nos limites habituelles. Mais nous ne pouvons le faire que si nous sommes certains de retrouver le chemin qui nous ramène là où nous logeons vraiment. La voix de l'autre peut, si elle est entendue, comprise à l'intérieur de soi, provoquer un véritable changement d'espace, d'air, de paysage, en nous déplaçant autrement dans notre langue et en nous obligeant à emprunter d'autres voies, d'autres configurations. C'est un plaisir immense de se sentir déplacé par la venue de l'autre. C'est peut-être cette venue, cette langue autre qui, en entrant en nous, nous fait prendre conscience que nous vivons, la plupart du temps, dans quelques plis, agencements psychiques, et que cette venue nous fait aussi entendre la différence des timbres entre notre voix et celle des autres. Oui, ce qui circule entre les personnes, y compris en nous, est immatériel, ou plutôt matériellement immatériel. Cette dichotomie entre matériel et immatériel me gêne beaucoup et m'apparaît à vrai dire fausse, car elle nous interdit de penser que le sens est, en fait, une substance. Cette différence de celle qui constitue les corps tangibles, mais elle n'en reste pas moins substance active. Le sens que véhiculent nos mots a un impact sur nos corps, notre psychisme, qui ne sont pas, bien évidemment, séparés. Nous sommes affectés parce que nous sentons, percevons et pensons. Et le fait d'en être conscient, tu as raison, redouble sa puissance en nous. Certaines recherches neurologiques démontrent depuis un certain temps que notre cerveau est doué d'une grande plasticité et que nos sensations, nos pensées et nos croyances s'intégreraient en lui et le modifieraient un tant soit peu. Ce n'est pas étonnant. Nous pouvons être affectés par des mots, ou pas, malheureusement, comme tu le soulignes à un moment dans ta lettre, des intonations, les circonstances d'un discours, et cela nous met dans tous nos états. Tout ce que j'avance s'effondrerait facilement s'il n'y avait personne pour accueillir son mouvement et entendre ce qui se dit en lui. Manifestement, tes mots me portent, je t'embrasse et à bientôt, Jean-Louis. Ouais, voyez cette... je vais me permettre de conclure là-dessus en rebondissant légèrement. Ça fait un petit moment que je pense que les pensées que nous formons sur les autres, sur la politique, nous affectent par un effet de réverbération, qu'il est hasardeux, et voire même dangereux, de nourrir sans cesse de l'aversion contre des idées qui nous horripilent ou des personnes qui professent ces idées. Que l'aversion, et nous sommes, j'aurais envie de dire, nous sommes dans un bouillon d'aversion.
un bouillon permanent d'affects tristes, d'affects négatifs, que cette mécanique de mécontentement dans laquelle nous sommes englués de manière permanente finit par avoir un effet sur l'enveloppe psychique. Nos pensées finissent par nous mordre, que nos répulsions finissent par nous trouer le corps, que notre agressivité envers tel groupe de personnes ou telle idéologie que nous jugeons déplaisante, que nous jugeons même horrifiante, nous brûle, nous malmène, et que nous ne prenons pas assez conscience que les pensées que nous formons peuvent se retourner contre nous. Alors il faudrait, je ne dis pas vivre dans un univers nimbé de lumière et de petites fleurs pollinisées par des insectes laborieux. Non, mais vivre dans un univers où, à tout le moins, nous ne sommes pas menacés par nos propres pensées. Et lorsque nous sommes mis en présence d'individus animés, de personnes animées démangées en fait, par le mécontentement, ravagées par la frustration, de ne pas se laisser contaminer par ça, par les divers virus qui peuvent endommager la plasticité de notre cerveau, les virus idéologiques, aurais-je envie de dire. Alors, est-ce que les pensées que vous formez ne deviennent pas de sorte de monstres autonomes qui, la nuit venue, vont venir vous chercher dans quelques replis de votre conscience? Enfin, atteindre un certain niveau de conscience qui nous permet d'être insubmersible, au fond. De pouvoir ne pas être englouti par l'océan de malveillance dans lequel notre société, qui carbure à l'indignation, mais qui est le versant vertueux de la mauvaiseté, dans lequel nous baignons presque sans relâche. C'est frappant de voir comment le mécontentement est un moteur permanent de beaucoup de conscience chez nos contemporains. Pouvoir se dégager en redonnant au corps sa juste place, la place principale. C'est de notre corps que tout vient. Et de redonner au langage aussi la capacité de faire de telle sorte que notre corps retrouve du tonus, retrouve de l'allégresse même. Que notre corps redevient, même s'il est lourd, même s'il est harnaché au sol, même s'il est tributaire du poids de la terre, lui retrouver d'une certaine manière une certaine légèreté. À demain.